ces adipocytes, il y a deux types de récepteurs. Il y a les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Les récepteurs alpha, c'est des méchants. Ils empêchent la lipolyse. C'est-à-dire qu'ils empêchent la graisse de sortir. Et le bêta, il permet à la graisse de sortir. Le problème, c'est que ceux du ventre, ils ont plus de bêta que d'alpha. Et ceux des cuisses et des fesses, ils ont plus d'alpha. Et c'est beaucoup plus difficile à vider. Donc, si on fait AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de circuler en région parisienne et comme l'émission est en direct, voilà. Vous êtes presque à l'heure, docteur Alouche. Presque à l'heure, je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses. Ça bouchonne. Ah non, c'est pas. On va parler de drainage lymphatique, mais alors il faut parler de drainage de la ville de Paris. Parce que franchement, là, la circulation, je pense que c'est homérique. Et comme une capitale, c'est un poumon économique, parce qu'on est là aussi pour travailler, pas uniquement pour voir des monuments, je pense qu'il faut à un moment comprendre que si on fluidifie pas la capitale, quand on parle de pouvoir d'achat, d'économie, à un moment, il va falloir quand même qu'on se pose la question de savoir si c'est une capitale économique ou si c'est juste une ville de musée. Et à ce moment-là, il faudra, si on fait ça, il faut sortir les ministères de la ville, il faut les mettre à l'extérieur, parce que sinon, on ne sortira jamais. Bon, alors, docteur Alouche, je rappelle que vous êtes ingénieur biomédical et que vous êtes chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, que vous êtes auteur de la méthode Hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, dont la nouvelle version totalement remise à jour vient de sortir chez Albin Michel. Donc j'ai constaté lors de notre dernière émission que beaucoup d'auditeurs savent où on trouve de l'huile de cameline et de l'huile de lin et que contrairement à ce que je pensais, vous êtes très nombreux à en consommer. Voilà. C'est incroyable. C'est moi qui avais dit, est-ce que vous connaissez des gens qui consomment de l'huile de cameline ou l'huile de lin? Ben non, les auditeurs ont dit oui, nous on en consomme et on sait où en... nos auditeurs, grâce à Beurre FM, connaissent un certain nombre de choses aujourd'hui. Oui. Alors, vous avez des invités qui sont en général très bons. Vous savez que je suis invité, mais j'écoute aussi aux autres invités. J'ai vu ça hier soir, on a parlé du docteur Willem. Ah oui, qui est incroyable. Qui est juste une... Je rêve de vous avoir tous les deux sur le plateau. Comme vous voulez. Docteur Willem, il a connu toutes les sommités de ce siècle. C'est-à-dire que les médecins, c'est comme le vin. Plus c'est avancé, et meilleur c'est. Voilà. Parce que quand on a un peu d'âge et un peu d'expérience, on a vu des choses et on ne s'excite plus sur des petits symptômes. On sait à peu près comment les choses vont évoluer. Et un vieux médecin, excusez-moi quand je dis vieux, c'est pas du tout péjoratif, mais un vieux médecin, c'est souvent, bien entendu il y a des exceptions, mais c'est souvent un bon médecin. C'est tellement vrai en plus que ce que vous dites. Alors on va s'intéresser au drainage lymphatique. J'étais assez étonné que vous vouliez vous intéresser à ce sujet et finalement vous vouliez connaître l'impact des drainages lymphatiques, savoir finalement si c'était efficace ou pas et si ça pouvait. Alors parce qu'au départ c'était pas du tout esthétique quand ça a été créé les drainages lymphatiques. Pas du tout. En fait, c'était thérapeutique. Oui, tout à fait. Et en fait, pourquoi on en est venu à ce thème? Tout simplement parce que d'abord je suis passionné par le système lymphatique. Vous voulez que je le rappelle peut-être rapidement? On a 6 à 8 litres, on avait fait une émission d'ailleurs ensemble. Oui, mais on peut le répéter, voilà. Mais vraiment, parce qu'il est tellement méconnu, c'est le parent pauvre, comme vous dites souvent, de la médecine, le ciel. Alors donc on peut le réexpliquer. Alors justement, je vais prendre la métaphore de Paris, puisqu'aujourd'hui c'est Paris, puisque j'ai mis 3/4 d'heure pour venir, en moto. C'est-à-dire que ça circule mieux déjà. Ça circule beaucoup mieux, mais 3/4 d'heure c'est beaucoup. Pour traverser Paris, c'est beaucoup. Et donc en fait, prenez une ville, on va considérer que les monuments sont des organes, que votre corps est une ville et qu'il y a des organes. Eh bien, vous avez du sang qui est amené dans vos organes, et les sangs, on va dire que ce sont les rues et les boulevards. Il y a des rues à sens unique, dans un sens, dans l'autre. Voilà, c'est les artères qui amènent le sang oxygéné, et puis d'autres petites rues, les veines, qui vont amener le sang qui a donné son oxygène et qui prend les métabolites et le gaz carbonique. Voilà. Donc ça, c'est bon. Mais en dessous de la ville, vous avez un réseau qui est absolument fondamental, ce sont les égouts. Et si une ville, Paris a changé lorsqu'on a fait les égouts. Vous savez qu'à Paris, avant le XVIIIe siècle, avant même le début du XIXe, avant la révolution haussmannienne en fait, les routes étaient pleines de crottes de cheval. Les pavés n'étaient pas en pierre à Paris, les pavés étaient en bois. Et on glissait, tout le monde glissait. Il y avait des chutes, il y avait des fractures, même les chevaux glissaient. C'est pour ça qu'on a mis des pavés en pierre.
pour pouvoir, voilà, les pavés en bois pourrissaient, enfin c'était, les égouts, c'était les gens, les rues étaient des Tout le monde balançait tout dans la rue. Voilà, c'était franchement une ville absolument pestilentielle. C'est pour ça d'ailleurs que tous les 20 ans, il y avait une peste et du choléra. Voilà. Donc on a décidé de faire des égouts. Donc on a mis en dessous des voies dans lesquelles on déverse toutes ces poubelles, ce qu'on appelle en médecine les émonctoires, c'est-à-dire tout ce dont on n'a plus besoin. Et on a en fait, nous, dans notre organisme, à côté des artères et des veines, donc des rues et des boulevards, autour de nos organes monuments, eh bien on a en dessous des égouts, et c'est ça la lymphe, le système lymphatique. Et le système lymphatique, il est bien plus intelligent que les égouts. Je vais vous dire pourquoi, chez l'homme. Parce que on a à peu près, pour avoir des chiffres, on a 4 litres de sang, 3 litres et demi, 4 litres de sang qui circulent dans notre organisme, et on a 6 à 8 litres, voire 10 litres, ça dépend bien entendu des individus, de lymphe. Et cette lymphe, en fait, c'est ce qui circule dans les égouts. Mais l'homme a une caractéristique particulière, c'est que à chaque endroit, tous les 10 mètres, il y a un checkpoint, des ganglions. C'est-à-dire qu'ils voient arriver les eaux d'égout, ils contrôlent, ils font des prélèvements, et si il y a des bactéries dangereuses ou des virus dangereux, à ce moment-là, vous avez des cellules spécialisées, des soldats spécialisés qui viennent et qui font leur boulot. C'est pour ça que de temps en temps, quand vous avez mal à la gorge, vous avez des ganglions là. En fait, c'est quoi? C'est que le germe est passé dans la lymphe, dans le ganglion, et là, vous avez des cellules spécialisées, des lymphocytes qui vont venir manger et enflammer le ganglion. Voilà, pour que justement c'est pour ça que le docteur, quand il vous ausculte, si vous êtes ausculté, oui, il fait une recherche des ganglions. Parce que les ganglions sous la peau, que ce soit dans l'aine, dans la fosse inguinale, ici, dans la fosse, eh bien, ça permet de savoir s'il y a une inflammation profonde. Parce que les ganglions, c'est des sentinelles en fait. C'est vraiment des checkpoints. Vous avez une sentinelle qui est là et qui dit qu'il va là. Voilà. Et donc le système lymphatique, c'est ça. Mais le problème du système lymphatique, donc vous voyez, c'est un système extrêmement important qui va aller qui va irriguer tout l'organisme. C'est partout la lymphe. Le problème de la lymphe, c'est que pour circuler, il n'y a pas de cœur. Pour le sang, il y a le cœur. Donc dans la ville, vous avez les feux rouges, les feux verts. C'est la pompe. C'est la pompe. Dans la lymphe, il n'y a pas. Ça se déverse, et puis après, voilà. Donc les seuls mouvements qui font bouger la lymphe, si vous ne faites rien de la journée, rien, vous ne bougez pas, vous restez assis, à ce moment-là, le seul moment où la lymphe va circuler à peu près, c'est quand vous allez vous coucher, parce qu'en vous couchant, la lymphe va circuler, elle va couler comme ça. Maintenant, si vous faites de l'exercice, les muscles vont presser les tissus lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques, et à ce moment-là, la lymphe va circuler. Alors, pour vous donner un exemple, entre quelqu'un qui est statique et sédentaire et quelqu'un qui bouge et qui fait un peu de cardio, le facteur de circulation est multiplié par 40 fois plus. Et vous comprenez bien que si vos égouts sont nettoyés, si vos égouts ont un bon débit, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir la centrale qui traite les déchets, parce que dans toutes les villes, vous savez, vous avez des centrales, ces espèces de bassins de décantation où on traite les déchets liquides. Eh bien, vous allez aller beaucoup mieux, parce que vous allez pouvoir vous débarrasser de vos égouts, de vos bactéries, de vos virus. Si vous ne bougez pas, à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle une stase lymphatique. Stase lymphatique, c'est-à-dire une espèce de petit étal. Et là, vous ne savez pas ce que vous avez et vous pouvez tomber un peu, vous pouvez avoir des maladies. C'est aussi parce que la lymphe, elle ne circule pas en fait. Voilà, en gros, vous avez un service de sanitation, comme on dit, de poubelles qui ne fonctionne pas, quoi. Vous savez que les éboueurs dans une ville, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On ne ramasse pas les poubelles, et là, c'est plus une ville, c'est un bouillon de culture. Les éboueurs sont les gens les plus précieux des villes. Et je le dis sans aucune démagogie. Je pense que c'est très très important que le système donc la lymphe, ça serait les éboueurs du corps. Exactement. À peu près. Exactement. C'est de quelle couleur? Éboueurs et contrôleurs. Nos éboueurs n'ont pas le droit de contrôle. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent face à des poubelles qui ne sont pas triées, où il y a des déchets qui ne devraient pas être là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas cette autorité. Je pense qu'ils l'auront. Je pense que les éboueurs, un jour, auront cette autorité, et moi, je milite pour qu'ils l'aient. Parce que vider les poubelles, c'est vraiment un métier d'une noblesse absolue. Et encore une fois, je dis, ça n'est pas démagogique. C'est exactement la même fonction que le système lymphatique dans notre organisme. C'est de quelle couleur, la lymphe? La lymphe, c'est une espèce de blanc pâle. C'est une espèce
c'est pas tout à fait transparent. Vous savez, quand vous vous blessez profondément, vous avez un liquide qui sort un peu blanc, un peu comme ça. Ça, c'est la lymphe qui sort de votre plaie avec un peu de sang. Ça se mélange au sang, donc ça l'éclaircit un petit peu. Et il se déverse où le système lymphatique? Alors, le système lymphatique, il va se déverser globalement. Le système lymphatique, par exemple, qui part de l'intestin. L'intestin, vous savez que tout ce que vous mangez va dans le sang, et ce sang va dans le foie. Il ne sort pas tout de suite. Il va d'abord dans le foie par une veine qui est la porte du foie et qui s'appelle la veine porte. C'est assez bête, mais c'est comme ça. Et cette veine, en fait, amène tout le sang du tube digestif dans le foie. Mais les acides gras, tout ce qui est graisse saturée, ne va pas directement dans le foie. Ça sort par des tissus, des canaux lymphatiques qu'on appelle les chylomicrons. Voilà, c'est comme ça. CHYLOMICRONS. Et ça va aller dans un canal qui est au-dessus du foie, qui s'appelle le canal thoracique, et ça va rentrer dans le foie pour être éliminé. Donc il y en a une partie qui va dans le foie, il y en a une autre partie qui va être éliminée dans d'autres organes. C'est un tout petit peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, le foie est un organe lymphoïde. C'est un des plus gros organes lymphoïdes de l'organisme. Et il y a des parties du corps où il n'y a pas de lymphe? Est-ce qu'il y a des parties du corres où il n'y a pas de lymphe? Ou c'est vraiment parallèle au système sanguin? Si vous allez sur Internet, vous verrez les cartes. Vous avez les artères en rouge, les veines en bleu et la lymphe en blanc. Voilà. Et c'est des petits canaux. Et vous verrez si vous allez sur Internet voir les cartes, vous verrez il y a des petits nodules, des petits points. C'est les ganglions. Voilà, les ganglions lymphatiques. On parle des drainages lymphatiques avec le docteur Alouche. Et c'est vrai que souvent on a parlé de ces fameux drainages lymphatiques pour lutter contre la cellulite. Alors, c'était pas du tout l'indication de départ. Non. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas sur ces fameuses cellules graisseuses. Alors, vaste sujet. On va essayer de le préciser. En fait, il y a des techniques qui ont été d'ailleurs inventées par des sociétés françaises, des sociétés qui vendent du matériel. On connaît bien LPG, on connaît bien CellulM6, on connaît toutes ces entreprises qui sont plutôt successful et qui sont sur des concepts vrais, mais avec une interprétation peut-être un peu erronée par le grand public. J'explique. Le drainage lymphatique, c'est une méthode de massage qui permet justement, vous l'avez compris, de faire remonter la lymphe, en fait, pour que la lymphe circule. C'est ça le drainage lymphatique, d'accord? C'est que vous avez des gens qui ont des problèmes au niveau des membres inférieurs. Alors, la grande pathologie qu'on connaît tous, c'est ce qu'on appelle le lymphœdème. Vous savez, ce sont ces personnes qui ont des jambes en poteau parce qu'ils ont des problèmes justement de tissu lymphatique et la lymphe ne revient pas, elle stase, elle est là, et donc ça fait des membres qui sont un peu comme des poteaux. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup parce que ça fait mal, parce qu'il y a de la pression, et donc le massage, le drainage lymphatique a pour mission justement de faire remonter la lymphe. Alors d'ailleurs, un petit point de bon sens, c'est que quand on a trop de poids, qu'on est assis par exemple, qu'on a trop de poids, eh bien la pression faite par cette masse de gras sur le retour veineux, par exemple, ou sur le retour lymphatique est importante. C'est pour ça que la position assise dans le canapé, c'est une position qui est assez favorable à un mauvais retour lymphatique. Ça peut se comprendre puisqu'il n'y a pas de cœur. Donc là, la lymphe va rester et va s'accumuler. Et si on continue comme ça et qu'on ne fait pas du tout d'exercice, eh bien, on va avoir de plus en plus de lymphe et de plus en plus de ce qu'on appelle aussi d'œdème. C'est l'œdème des membres inférieurs. C'est-à-dire que vous avez des membres qui sont épais. Quand on met le doigt sur le mollet, il reste ce qu'on appelle le signe du godet. C'est-à-dire qu'on appuie sur le mollet, puis le point où on a appuyé reste. C'est un signe d'œdème des membres inférieurs. Donc il peut y avoir... Vous appelez ça le signe du godet? Du godet, oui, ouais. ça fait un godet. On fait un godet. Ouais. Voilà. Tous les médecins connaissent le signe du godet. Et donc ça permet de savoir s'il y a des œdèmes, parce que les œdèmes, ça peut être lymphatique, mais ça peut être aussi des œdèmes liés au système veineux, au retour veineux, la fameuse rétention d'eau, je retiens mon eau, et ainsi de suite. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir au drainage lymphatique, donc le drainage lymphatique est souvent fait par les kinés, qui connaissent ça à fond, et qui fait que on aide justement le système lymphatique à recirculer, parce qu'il n'a pas de pompe. On met une pompe extérieure, voilà.
On met une pompe extérieure. La pompe extérieure, c'est le kiné qui fait le drainage lymphatique. Donc on relance la circulation de la lymphe. Exactement. On peut même de temps en temps, on le sait pour les gens qui ont des œdèmes des membres inférieurs qui sont là plutôt veineux, on sait que dans le lit, à ce moment-là, on met au pied du lit, juste sous le matelas, on met un petit bouquin pour avoir se surélever très très légèrement. Il ne faut pas empêcher de dormir, et donc tout simplement par le phénomène de gravité, le sang veineux va revenir et la lymphe va revenir. Voilà, c'est des trucs tout bêtes mais qui marchent extrêmement bien. Voilà. Maintenant, la meilleure façon aussi, c'est que si on a un peu trop d'obésité, si on a un peu trop de surpoids, il faut perdre son poids, qui va faciliter, parce qu'il y a une charnière, vous savez, au niveau du bassin, vous avez une vraie charnière. Tous les vaisseaux vont passer à travers le bassin. S'il y a une masse qui écrase le bassin, c'est simple à comprendre, ça va empêcher le retour vers le haut. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que la perte de poids est tout sauf esthétique en général. On met ça sur l'esthétique, mais franchement, on est tous au régime hypercalorique, on mange tous trop aujourd'hui. Le moindre magasin de chaussures qui ferme, vous avez un supermarché qui s'ouvre. Je veux dire qu'à un moment, il faut qu'on soit un tout petit peu raisonnable avec ça. On mange tous trop, on est tous en excès, et alors qu'on est tous fabriqués depuis des millénaires pour être en manque. Voilà, donc, l'organisme humain est fait pour gérer la pénurie. Donc le drainage lymphatique. Et puis après, il y a eu le palpé roulé qui est arrivé. Le palpé roulé, c'est-à-dire qu'on prend la peau, on la roule. Je le palpe, je le roule, je palpe, je le roule. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on se dit, peut-être que ça va faire exploser les cellules adipocytaires. C'est les fameux adipocytes, adipose, graisse, cytose, la cellule. Et donc, ces cellules qui stockent le gras et les sucres. Je rappelle que ces cellules stockent le gras et les sucres, puisque le foie, lorsqu'il a trop de sucre et trop de gras, il va transformer le sucre en triglycérides. Donc il transforme le sucre en graisse. Il faut que les gens comprennent ça un peu. Voilà. Et donc on se dit, il va faire ça, on va exploser ces cellules, et hop, on va la perdre. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a le grand spécialiste français de l'adipocyte et de ce qu'on appelle la lipolyse, la lipogénèse, c'est Max Lafontant. C'est un chercheur, directeur de recherche au CNRS à Toulouse, et qui a travaillé, qui a publié, il y a une dizaine d'années. J'ai retrouvé, je l'ai appelé parce que je le vois et je lui parle souvent, parce que pour moi, c'est ma référence. Et il avait travaillé sur le palpé roulé, il avait travaillé sur tout ça en disant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Vous voyez, et ça, je crois qu'il faut saluer des gens comme lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées par les industriels et au fond, c'est un peu de la responsabilité de nos chercheurs de dire mais ok, ça marche ou ça marche pas. Et lui, il a été jusqu'au bout, donc il a regardé, et en fait, il a trouvé quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire que tout le monde se disait ça écrase les adipocytes, ça les explose. Et là, il vous dit non, les adipocytes, c'est très solide. C'est pas de la petite cellule, c'est de la cellule costaude, c'est des grosses cellules. Ça explose pas comme ça. D'accord ? Donc ça explose pas. Alors qu'est-ce que ça fait ? Elle ne meurt pas ? Elle ne meurt pas. Attends, l'adipocyte est une cellule qui se renouvelle très très peu et qui ne meurt pas, qui n'a pas ce qu'on appelle d'apoptose. Vous savez, la plupart de vos cellules, vos globules rouges par exemple, au bout de 3 mois, ils sont éliminés par la rate. Les adipocytes, non. Vous avez un stock d'adipocytes, vous allez pouvoir l'augmenter, rarement le diminuer. D'accord ? Ce que vous pouvez faire, c'est les vider. Voilà. Mais ça, on fera, si vous voulez. Mais s'ils sont vidés, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Non. Ils peuvent se remplir. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Et il est probable, alors il y a beaucoup de discours là-dessus, je fais une petite parenthèse, mais qui peut intéresser nos auditeurs. Il est probable que ce que mangent les parents avant et pendant la conception de l'enfant va conditionner son stock de préadipocytes et d'adipocytes. On ne peut pas ne pas considérer que quand vous voyez les films américains des années 50, regardez les figurants, ils sont tous minces, ils sont tous si vous voulez, ils n'ont pas de surpoids, ils n'ont pas d'obésité. Regardez aujourd'hui, en 5-6 générations, ce qui s'est passé. Et en fait, il y a, vous savez, un phénomène qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire le fait de réveiller certains gènes d'une génération à l'autre. Et il y a eu des études qui ont été faites, Gérard Ayot, Florence Massiera, l'école de Nice, en fait, l'INSERM et le CNRS de Nice, qui a montré qu'en son temps,
lorsque, par exemple, on avait une alimentation trop riche en oméga 6, c'est-à-dire tout ce qui est à base de tournesol, de soja et de maïs, eh bien, conférait au fœtus la capacité d'avoir des préadipocytes en plus grand nombre. Et donc, s'il est en contact avec une alimentation riche, ils vont se remplir. Ce qui expliquerait pourquoi les enfants aux États-Unis ont des risques d'obésité et de surpoids supérieurs aux Européens, parce que je rappelle que le maïs, c'est la céréale la plus riche en oméga 6, donc acide gras insaturé qui va pousser les cellules souches à se différencier en préadipocytes. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et en France et en Europe, c'est le blé, qui n'est pas riche en oméga 6. Et donc, c'est ce qui peut expliquer la différence. Et donc, alors, ces travaux ont été contestés après, ainsi de suite. Mais vous savez, c'est très, très difficile parce que ça a été fait chez la souris. Mais en tout cas, ça a été prouvé, ça a été publié il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que ce que mangent les parents, et même, il y a une société savante qui s'appelle la DOHAD en France, DOHAD, qui analyse l'impact de la nutrition sur le fœtus. Donc, on sait même que le sperme de l'homme un an avant la conception, a des effets sur son futur fils ou fille. Il commence à y avoir de la littérature dessus, notamment sur les 1000 premiers jours. En fait, voilà. Donc, il commence à parler de ça. Donc, on pourrait être prédisposé à avoir des adipocytes, c'est ça que ça veut dire. Exactement. C'est-à-dire que vous avez des préadipocytes qui se sont différenciés. Et puis, si vous êtes en contact avec une alimentation riche, et si en plus vous êtes sédentaire, vous aurez tendance à les remplir. Sinon, ils ne vont pas se remplir. Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on en parlera pour le diabète. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut faire quelque chose si on ne veut pas aboutir justement au surpoids. Mais vous voyez bien que la population grossit. On le sent bien. Oui, non, ça se voit. Ça se voit. Oui, donc il y a bien facteur. Les gens ne sont pas tous des gens qui mangent comme ça, machin. Il y a bien quelque chose qui se passe. Alors, on a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé des pesticides, on a parlé des choses. Il y a peut-être aussi des facteurs qui sont liés, qui sont un tout petit peu plus compliqués. Vous voyez comme c'est complexe ? Si on en vient donc à ces drainages, donc sur le bas du corps. Qu'a découvert Max Lafontaine. Voilà, sur le bas du corps. Ouais. Voilà. En fait, il s'est aperçu que donc on n'explose pas les adipocytes. Contrairement à ce qui est écrit, vous m'avez envoyé hier d'ailleurs pour préparer l'émission, parce que je tiens à dire à tous les auditeurs, je fais une déclaration, un statement comme les Américains, Philippe Robichon prépare ses émissions et c'est un vrai plaisir pour celui qui est invité. Non, je le dis parce que... Merci, docteur Alouche. Voilà. Votre enveloppe, c'est Tariq qui l'a. Vous viendrez la chercher. Quelle enveloppe ? Il y a des enveloppes. Alors, il y a des enveloppes, mais vous avez des autocollants Beurre FM dedans. Et cette semaine, puisque vous avez été très gentil, vous avez en plus un stylo. Oui, là, c'est extraordinaire. Bon, Max Lafontaine, qu'on attend et qu'on aimerait beaucoup avoir sur ce plateau, qu'est-ce qu'il découvre sur ces il découvre que quand on fait du palpé roulé, là, ils avaient un protocole, donc protocole, Max Lafontaine, c'est protocole, groupe témoin, enfin... vraiment... Là, vous l'imitez très bien, Max Lafontaine. non, je ne l'imite pas parce qu'il est inimitable. Et il découvre qu'en fait, le fait de faire ce palpé roulé, ça permettait d'exprimer des gènes permettant d'avoir la lipolyse. Donc, c'est-à-dire, je répète, que le fait de faire ces gestes-là permettait aux adipocytes de se vider plus facilement. C'est-à-dire que ça ne les écrase pas, non. Ça ne les vide pas, mais ça crée un phénomène qui permet de les vider. De les vider, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, il y a toujours un mais. Ouais. C'est bien si vous faites de l'exercice pour les vider. Oui, il faut faire les deux en fait. C'est-à-dire que l'adipocyte va dire j'ai démonté la serrure, la porte peut s'ouvrir. Voilà, à vous d'ouvrir la porte. C'est-à-dire si vous faites de l'exercice entre ces séances, les adipocytes vont se vider beaucoup plus facilement de leur graisse. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on sait une chose, c'est que vous avez deux types de gras. Vous avez le gras que vous avez en sous-cutané au ventre, vous savez, celle que vous pouvez faire bouger, c'est la sous-cutanée. Il y en a une qui est dans le péritoine, qui elle est beaucoup plus dangereuse, mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on ne va pas en sortir. Et puis vous avez celle des fesses et des cuisses, qu'on appelle la cellulite, non ? Qu'on appelle, non, il y en a deux. Non. Il y en a deux. Qu'on appelle la glutéale. On ne dit pas fessier, on dit glutéale. Voilà. Glutéale. Et elles n'ont pas les mêmes récepteurs à leur surface. Alors je suis désolé, je sais que c'est dur, mais ces adipocytes, il y a deux types de récepteurs. Il y a les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Les récepteurs alpha, c'est des méchants. Ils empêchent la lipolyse. C'est-à-dire qu'ils empêchent la graisse de sortir.
Et le bêta, il permet à la graisse de sortir. Et donc vous avez compris, parce que nos auditeurs... Il faut stimuler des bêtas. Voilà, il faut stimuler les bêtas ou faire taire les alphas. Le problème, c'est que ceux du ventre en sous-cutané, ils ont plus de bêta que d'alpha, donc ils sont faciles à vider. Et ceux des cuisses et des fesses, ils ont plus d'alpha, et c'est beaucoup plus difficile à vider. Donc, si on fait du palpé roulé, voilà, on va permettre à ces adipocytes de stimuler plus la lipolyse au détriment des alpha-2 qui bloquent. D'accord ? C'est alpha-2, hein, excusez-moi. Mais il y a une autre méthode. Il y a encore une autre méthode qui ne passe pas par les récepteurs alpha et bêta pour vider les adipocytes. Parce que la nature ou le créateur, il a bien fait les choses. Bon, on va voir cette deuxième méthode après la pub. D'accord. On va faire Je suis désolé, hein, c'est un peu... Mais ce qui veut dire que si on vide l'adipocyte, on ne le fait pas disparaître. C'est ça que ça veut dire. Jamais. On la vide, oui. Donc elle est à plat. À plat. Voilà. La grosse cellule devient une petite cellule tranquille. Et elle dort jusqu'à ce qu'on la remplisse de nouveau. Oui, parce que vous savez bien que quand elle est trop remplie, l'adipocyte, ça devient la première glande endocrine de l'organisme, c'est-à-dire que ça sécrète des hormones. Vous avez plus de 100 hormones qui sont sécrétées par un adipocyte quand il est en surtension. Et la plupart, 90%, sont des hormones inflammatoires. Voilà, le docteur Réginald Alouche est avec nous. Je rappelle que la nouvelle version de la méthode hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, aux éditions Albin Michel, vient de ressortir. Docteur Alouche, voilà, vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous pourrez d'ailleurs voir la vidéo sur YouTube et mettre en commentaire si vous avez des questions, notamment sur les adipocytes. On va voir la deuxième méthode dans un instant pour vider les adipocytes. Mais nous avons une question et c'est Marie-Hélène qui est avec nous. Marie-Hélène, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Merci de prendre ma question. Je voulais donc interpeller le docteur Alouche. Donc je suis régulièrement vos émissions. Et donc là, il y a un an, j'ai pris une phlébite. J'ai été sous anticoagulant piqûre pendant 3 mois. Et à ce jour, je viens de reprendre une phlébite. Oui. Et est-ce que le drainage lymphatique me serait conseillé ? Ah, ça c'est une très bonne question. La première chose, c'est que je ne peux rien vous conseiller en dehors de l'avis de votre médecin, ça c'est sûr, parce que je ne vous connais pas. Et donc, ce que je vais vous donner, c'est quelques conseils. En fait, il faut savoir pourquoi vous faites ces phlébites. Est-ce que vous avez un terrain veineux difficile ? C'est facile à comprendre parce que c'est héréditaire. Est-ce que votre maman aussi avait des problèmes de ce type ? Oui, tout à fait, des varices. Voilà, exactement. Donc, quand on a ce genre de choses-là, ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes active ou est-ce que vous êtes un peu sédentaire ? Non, je suis active, mais bon, il se fait que la première fois, on revenait de Paris, donc un voyage de 6 heures en voiture. Oui. Et puis là, dernièrement, on est resté, c'est vrai, assez statique parce que je gardais mon petit-fils et le temps n'était pas propice à sortir. Très bien, madame Marianne. Je peux vous demander votre âge ? 72. 72 ans. Donc en fait, première chose, c'est que quand vous voyagez, même pour 2-3 heures, c'est des bas de contention assez serrés. Parce que comme ça évitera que le sang ne stagne trop et parce que vous avez une tendance effectivement à faire des phlébites. Donc c'est quoi la phlébite ? Eh ben c'est une veine qui se bouche. Donc c'est affreusement douloureux d'ailleurs. Et puis le risque, vous savez, c'est que il y a un petit caillot qui s'en aille dans la circulation et qui aille donner une embolie pulmonaire. Comme vous le savez, c'est pour ça que vous êtes sous anticoagulant. Donc ce qu'il faut, c'est des bas de contention. Ce qu'il faut, c'est que vous essayez aussi d'avoir une vie un tout petit peu plus encore active. Parce que marcher, faire un peu d'elliptique aussi, ça peut vous aider. Quand vous dormez, vous pouvez prendre le conseil que je vous ai donné, c'est-à-dire surélever un tout petit peu les jambes. Vous devez le faire de toute façon probablement déjà. Oui. Voilà. Oui. Et cette tendance à la phlébite, bon, aujourd'hui vous êtes sous anticoagulant, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'en avoir encore une autre. Et est-ce que vous avez vu un phlébologue ? Oui, j'ai vu donc un angiologue qui m'a prescrit, donc je suis sous Eliquis. Oui. Eliquis, pardon. Eliquis, oui. Et est-ce qu'il vous a conseillé un geste ? Est-ce qu'il vous a fait, est-ce qu'il a essayé de vous soigner localement ou pas ou... Alors là, donc j'ai eu un Doppler et puis là, il doit me revoir donc sous 15 jours pour comprendre pourquoi je fais ces phlébite.
À répétition, d'accord. Okay. Oui. Il faut aussi peut-être explorer les facteurs de coagulation. Vous savez que souvent, il y a des troubles de la coagulation qui sont liés à des troubles au niveau du foie. Il faut analyser les facteurs de coagulation. Peut-être que vous avez un problème avec ces facteurs qui fait qu'ils sont un peu trop actifs. Donc, votre question est extrêmement intéressante, mais elle est très, très multifactorielle. Vous voyez, comme une simple phlébite, en fait, fait appel à pas mal de spécialistes, parce que ce serait bien aussi d'analyser les facteurs de coagulation, mais je suis sûr que votre angiologue le fera, parce qu'il a l'habitude de ce genre de problème. D'accord. Voilà. Merci Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci infiniment. Merci pour votre question. Au revoir, Si vous avez des questions, vous les posez en direct au docteur Régina Lalouche au 01 53 48 3000. On parle de cette deuxième méthode qui permet de... Deuxième voie. En fait, c'est une deuxième voie. Donc, la première voie, c'est la voie, je dirais, classique. Donc, on a les récepteurs alpha. Je rappelle, les adipocytes sont des cellules qui stockent les graisses, les graisses et les sucres. Ces adipocytes, vous en avez à peu près partout, visage, bras, cuisses, abdomen. Et il y en a qui ont des récepteurs, plus de récepteurs alpha que des récepteurs bêta. C'est ceux que vous avez sur les cuisses et sur les fesses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à perdre à ce niveau-là, parce que les récepteurs alpha bloquent la lipolyse. La lipolyse, lipo, graisse, lyse, diminution, donc en fait c'est ce qui empêche la graisse de sortir, alors que les récepteurs bêta que vous avez dans la graisse sous-cutanée au niveau de l'abdomen ont plus de récepteurs bêta que d'alpha, ces adipocytes, et donc vous pouvez les perdre en cas de, quand vous avez du stress par exemple, quand vous mangez moins ou quand vous êtes amoureux par exemple. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant il y a une deuxième voie. La deuxième voie, c'est une voie qui a été aussi découverte par Max Lafontaine. Je suis désolé, je sais que s'il écoute, il va être... voilà. Et cette voie, c'est... figurez-vous que le muscle cardiaque fabrique deux hormones, deux peptides, qui s'appellent les peptides natriurétiques, qui répondent au doux nom de ANP et BNP. Ces deux peptides, natriurétiques, et j'expliquerai après ce que ça veut dire, en fait, quand vous faites par exemple un exercice de pointe, vous faites du fractionné, pendant 2 minutes vous courez cool, et puis pendant 15 secondes, 30 secondes, vous accélérez, le muscle cardiaque va émettre ces deux peptides. Et figurez-vous que ces deux peptides sont les plus puissants lipolytiques, c'est-à-dire que c'est eux qui font sortir les graisses des adipocytes de l'organisme. Et ils le font en ne passant pas par les alpha et les bêta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils ne passent pas par cette voie de récepteur, ils passent par une autre voie chimique, et donc biochimique, et donc ça permet de perdre du poids. D'ailleurs, souvent quand vous allez à la piscine, vous savez, quand vous allez à la piscine, et que vous allez faire du crawl ou de la brasse... Vous avez répondu à une de mes questions justement là-dessus. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on est à la piscine, on est en pression positive, puisque l'eau émet une pression sur votre corps. Donc le sang superficiel qui est dans votre peau va aller un peu plus profond puisqu'il est sous la pression. Donc le cœur, pour un exercice égal, il va faire plus de travail puisqu'il a plus à pomper voilà. Et à ce moment-là, il va faire les peptides natriurétiques. Et c'est pour ça que natriurétique, urétique, j'ai envie de faire pipi. C'est pour ça que souvent après 15 minutes ou 20 minutes en piscine, on a envie de pisser, mais comme jamais, quoi. Tout simplement. C'est que je me suis toujours posé la question, alors que je ne buvais pas énormément, pourquoi au bout d'une demi-heure de ligne... Voilà, exactement. Donc, si vous voulez... Natriurétique. Si vous voulez bypasser, court-circuiter les alpha, bêta, parce que c'est compliqué, à ce moment-là, vous allez dans une piscine, vous faites du fractionné, vous faites un aller-retour cool et un aller à fond, avec votre capacité, hein, faut pas vous tuer, hein, mais... Faites ça, vous allez faire du peptide natriurétique et vous allez bypasser les alpha-bêta. Et donc vous voyez bien que si vous voulez combattre cette cellule, je rappelle que cette cellulite, c'est un don pour les femmes, parce que les femmes en général ont de la cellulite. Les hommes commencent à en avoir, mais les femmes en ont. Pourquoi? Parce que c'est une graisse qui est très peu accessible. Pourquoi? Parce que c'était un stock ultime. Quand on était dans les cavernes et qu'une femme était là et qu'il fallait qu'elle s'occupe à la fois des enfants ou qu'elle fasse les enfants et ainsi de suite, il fallait des stocks parce qu'on mangeait très peu, les hommes partaient. Vous savez que quand, en paléontologie, on sait que quand ils partaient à la chasse, il y en avait la moitié qui ne revenait pas. D'accord? Donc il fallait, d'ailleurs c'était les frères qui protégeaient les sœurs
parce que si l'homme, le compagnon ne rentrait pas, il fallait bien qu'on s'occupe de la fratrie et des enfants. Et donc en fait, tous ces systèmes-là ont été mis en place pour qu'on puisse stocker. Et déstocker, c'est vraiment pas d'actualité. Donc la seule chose qui permet de déstocker, c'est ça. Donc vous avez le palpé roulé qui exprime des gènes qui vont vous permettre de perdre du poids si vous faites de l'exercice. Et vous avez le système ANP-BNP qui va faire sortir les graisses et les sucres si vous faites du fractionné et de l'exercice un peu de cardio. Ça veut dire que c'est pas forcément nager, hein. Ça peut être du cardio. Voilà. Le jogging, vous descendez, vous mettez vos chaussures, de bonnes chaussures toujours, toujours de très bonnes chaussures pour pas se faire mal. Parce que le drame, c'est que quand on se fait mal, on arrête. Donc ne vous faites pas mal. Il vaut mieux commencer cool, avec de bonnes chaussures. Et les chaussures, ça change tous les ans. Parce que sinon, ça tape dans le dos et après, on finit par des lombalgies et des machins et des trucs. Donc, vous faites ça et vous faites du fractionné. Donc, vous faites, par exemple, c'est pas moi, vous faites 200 mètres cool et puis vous faites 20 mètres à fond. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Ce qu'il faut, c'est la rupture de rythme. Exactement. Et à ce moment-là, et vous savez, j'en ai discuté justement avec M. Lafondin, je dis, mais pourquoi le cœur, pourquoi le muscle cardiaque, qui est tout sauf de sécrétion, un organe de sécrétion d'hormones, c'est une pompe. Pourquoi la pompe fait ANP-BNP? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on était poursuivi par des animaux, à un moment, il faut un surcoût d'énergie. Elle est où l'énergie? Dans les adipocytes, puisqu'on retransforme les graisses en énergie. Eh bien, le cœur envoyait ANP-BNP pour pouvoir avoir des pointes d'accélération. C'est l'overboost. C'est l'overboost, exactement. Comme on dirait en mécanique. Exactement. Vous avez parlé des chaussettes ou des bas de contention il y a un instant. Est-ce que ça a une incidence sur le système lymphatique ou ça n'a aucune incidence sur le système lymphatique? Alors, ça a une incidence. Tout ce qui comprime a une incidence sur le système lymphatique. C'est sûr que quand vous mettez des bas de contention, d'abord, vous permettez au retour veineux, vous évitez la stase veineuse. C'est-à-dire, vous évitez... Si vous prenez l'avion, par exemple, vous faites un vol, vous avez un vol, disons que vous allez au Moyen-Orient, aux États-Unis ou en Inde, eh bien vous allez passer entre 4 et 10 heures d'avion. Eh bien vous êtes assis. Vous comprenez bien que le sang va s'accumuler dans les membres inférieurs. Donc les bas de contention vont éviter l'accumulation de ce sang dans les membres inférieurs et éviter ce qui arrive à Marie-Hélène, c'est-à-dire éviter les phlébites. Est-ce que le drainage lymphatique dont nous parlons ce matin est indiqué pour les personnes qui ont eu un cancer du sein et qui ont subi une ablation du cancer par exemple. Beaucoup de femmes qui ont eu un cancer du sein ont du drainage lymphatique par leur kiné, oui. C'est parce que souvent, comme il n'y a plus de ganglions, parce qu'en général on enlève aussi les ganglions, soit s'ils sont atteints, soit parce qu'on prend des précautions sur la première chaîne de ganglions, et bien à ce moment-là, il faut faire du drainage lymphatique pour éviter d'avoir un bras qui est un peu engourdi et un peu épais. C'est pour ça qu'il y a ce gonflement du membre. Exactement. Oui, parce que la lymphe stase puisqu'il n'y a pas le retour. Donc il faut l'aider à revenir par d'autres voies. Docteur Réginald Dalouche. Alors, je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous posez vos questions en commentaire. Exceptionnellement, vous êtes là lundi, puisque lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ah, oui. Donc, on fera une émission spéciale, puisque c'est votre cheval de bataille. C'est la prévention. Et voilà, à cette occasion, vous pousserez votre célèbre coup de gueule. Ah oui, pour la prévention du diabète. Le diabète, le Covid, c'est rien à côté, quoi. C'est rien. Le diabète, c'est des. Alors en termes de mort, c'est même pas comparable. Donc il faut. Et en plus, ce qui est dommage et ce qui est terrible, c'est que le Covid, c'est bad luck, hein, pas de chance. Mais le diabète, il est réversible. Hein. C'est ça qu'on verra lundi. Merci docteur Alouche. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.